Bon, eh bien, nous revoilà pour le troisième journal de bord, celui du mois de mars. On est début avril quand j'enregistre du coup cet épisode-là et je suis un petit peu en retard, mais il y a eu tellement de choses en fait ce mois-ci à nouveau que voilà, je fais au mieux, j'essaie de prioriser. On va en parler justement un peu dans ce journal de bord. On va parler de beaucoup de choses. On va parler d'Urauchi, du coup, le stage que je suis allée faire à Paris pour apprendre donc à maroufler mes œuvres, à les doubler. Je sais que vous êtes curieux à ce sujet-là. J'ai eu beaucoup de questions sur les partages que j'ai pu faire ces dernières semaines. Je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est, je vais vous montrer des choses, un petit échantillon, on va dire. On va parler aussi de gestion émotionnelle parce que tout ce que j'ai semé dans ma vie et dans mon quotidien professionnel en début d'année, donc germe, pousse, etc. Et tous ces projets soulèvent aussi des vagues d'émotions à l'intérieur qu'il faut apprendre à naviguer au mieux et c'est un peu un des sujets de ces dernières semaines dans mon petit monde, dans mon atelier. On va parler aussi de travail de saison, on va parler des ateliers et des expos à venir. Ouais, ça va être chouette, ça va vraiment être un beau printemps, un bel été, je crois. Alors après, c'est un marathon et c'est ça que j'ai envie de travailler. Je suis pas en train de courir un sprint, là, ça va être un joli marathon et j'ai besoin d'avoir mon énergie tout au long, d'en prendre soin. Et donc voilà, pour ça, je mets en place beaucoup de petites choses en ce moment. Dans ma vie, on va parler du coup de retour au calme, on va parler de soutien aussi de l'autre, d'une communauté aussi qui partage des problématiques ou des émotions, des doutes un peu similaires à ce qu'on peut traverser nous, c'est très précieux. Voilà, on va parler en fait de beaucoup de choses, donc ne perdons pas trop de temps. Donc d'abord, parlons marouflage et de ce stage à Paris. Donc je vais pas vous décrire tout ce qu'était le stage parce que ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais peut-être que je peux déjà vous expliquer ce que c'est que le marouflage, parce que quand je montre un peu les étapes de cette pratique, de cette technique artisanale sur Instagram, on comprend pas trop de quoi il s'agit. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer ça pour que ce soit clair pour tout le monde et que ça puisse du coup répondre à certaines de vos questions. Donc en fait, dans la peinture soumillé, on peint sur un papier très très fin qui s'appelle du papier gassen, du kazenshi en japonais, et c'est du papier chuan en chinois. Et donc nous, en Occident, on traduit tout ça par papier de riz, ce qui veut pas dire grand-chose en réalité parce que finalement ce sont des mélanges de plusieurs plantes. Il peut y avoir du fusain vert, du mûrier à papier, du coton, du riz évidemment. Mais les spécificités de ce papier-là sont que c'est un papier très absorbant, qui doit être ce qu'on appelle cru, donc qui n'est pas encollé. Bon, là, on rentre dans quelque chose d'un peu spécifique. Je pense que je ferai une vidéo qui sera dédiée au matériel, justement, en étant un petit peu plus précise et en allant un petit peu plus au fond des choses. Mais voilà, en gros, c'est un papier qui est très très fin. Je dis toujours presque comme du papier à cigarette, ce qui est un poil exagéré, mais pas tant. Et qui est très absorbant parce qu'on va travailler avec du coup ce côté diffusion de l'eau et de l'encre dans les fibres de papier. On va travailler au recto et au verso du papier également. Donc en fait, c'est un papier qui ressemble à ça. Alors, qui est du coup à ce stade-là très fragile. Alors je vais juste enlever mon petit cache parce que comme d'habitude, je n'aime pas me voir. Donc je cache, mais là j'ai besoin de voir ce que je fais. Donc vous voyez, là par exemple, quand on peint un oiseau, par exemple, donc sur ce papier qui est très très fin, ce qu'il y a, c'est que ça va venir du coup marquer notre papier, donc il va y avoir des petites traces de pliures, des petits froissements, etc. Le travail de l'eau, en fait, une fois que ça sèche, et ben, évidemment, ça va laisser des traces, des plis, etc. Et donc le papier est très fin. Donc il est aussi très fragile, comme on peut le voir ici. C'est assez compliqué d'obtenir quelque chose qui soit très lisse, très propre du coup, et donc qu'on puisse encadrer tel quel. En plus de ça, c'est tellement fragile que ce serait difficile de pouvoir le garder comme ça longtemps sans l'abîmer du tout. Donc une fois qu'on finit une peinture, on en est à peu près ici, et on va avoir besoin, vous voyez, là on me voit presque à travers. C'est pour vous montrer la transparence un petit peu du papier. On est loin du papier à aquarelle ou du papier canson, voilà, c'est pas du tout la même chose, là on est sur du 15 grammes quasiment. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir le solidifier, lui permettre de mieux se conserver dans le temps et aussi le retendre, c'est qu'on va venir l'encoller complètement
et lui appliquer en fait d'autres feuilles de papier qui sont du papier washi, donc fait en mûrier à papier, en kozo en japonais. Et ça va permettre du coup, en séchant, d'avoir quelque chose de très propre, plus épais, donc plus solide, et donc qui se conserve mieux dans le temps. Ça fait ressortir aussi les contrastes de la peinture, etc. Donc pour vous donner un exemple, voilà, ça c'est une peinture brute que je n'ai pas encore marouflée. Je la pose ici, et à côté de ça, hop, une fois marouflée, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient quelque chose du coup qui est évidemment beaucoup plus épais, beaucoup plus solide, beaucoup plus propre. Là on peut l'encadrer tel quel, on est sur quelque chose, sur un résultat fini, propre, etc. Bon, j'ai pas enlevé mes languettes encore, celui-là je viens de le finir, donc là vous voyez c'est le papier de marouflage, donc qui dépasse, après on peut recouper proprement et on a notre œuvre du coup nickel. Si je mets les deux à côté, est-ce que je vais réussir à faire ça ? Juste pour vous montrer du coup, en termes d'épaisseur, voilà, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc on en a un qui paraît beaucoup plus opaque, le prunier en l'occurrence, parce qu'il est marouflé, et donc en fait il y a 3 couches de papier en tout. Et celui-ci qui est brut, et du coup qui est difficilement vendable tel quel, parce que ça fait pas assez propre, je trouve. Voilà, donc ça c'est le marouflage. L'intérêt de ce stage-là, parce qu'on peut trouver, quant au marouflage, plein de vidéos explicatives ou de tutos explicatifs sur internet. Pour moi, c'était important d'apprendre la méthode japonaise traditionnelle parce que ça va avec mon apprentissage traditionnel japonais et que j'avais envie de rester dans cette continuité du savoir-faire qui vient direct de l'artisan du Japon. Et donc pour ça, j'ai trouvé une formatrice à Paris qui a travaillé beaucoup au Japon et qui organise des stages 2 fois dans l'année pour pouvoir former à ces techniques traditionnelles. Après, c'est possible aussi de trouver des choses pour tester aussi chez soi sans passer par un stage aussi prestigieux, entre guillemets. Mais moi, c'était important pour moi, j'ai économisé mon temps pour pouvoir le faire. Je considérais que c'était un très joli cadeau à m'offrir, mais aussi un investissement par rapport à ma pratique artistique et à la direction que j'ai envie de lui donner. Donc parfois ça vaut vraiment le coup en fait de faire ces pas-là qu'on procrastine parfois en se disant ai-je vraiment besoin, blablabla, blablabla. Sachant que moi j'ai la possibilité de les envoyer au Japon et que ce soit fait directement sur place. Mais j'avais la curiosité et l'envie du coup de pouvoir le faire moi-même, de pouvoir expérimenter. En plus, pour ceux qui connaissent, qui me suivaient déjà alors que je vivais au Japon, j'ai cet amour vraiment infini pour l'artisanat et particulièrement l'artisanat japonais. J'ai une passion au matériel, chaque objet est super beau, l'ambiance de ces ateliers, quand on était allé visiter les fabricants de pinceaux, d'encre, de papier washi, etc. C'est des bulles qui, moi, m'apaisent énormément et donc c'était un honneur pour moi de rentrer un petit peu dans une petite bulle de ce type-là et de pouvoir récupérer les connaissances japonaises et aussi me procurer du matériel japonais, etc., etc. Même si, encore une fois, il y a des alternatives, donc pour ceux qui aimeraient trouver une solution plus facile et abordable, c'est possible aussi de le faire en faisant des petites recherches sur Internet. Alors le stage était hyper intense, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pas que ce qui concerne en plus le marouflage, c'était étoffé d'autres petites choses. Mais c'était vraiment, ça a répondu à beaucoup de mes questions et depuis mon retour, j'essaye de pratiquer autant que possible pour pouvoir me faire la main, pour pouvoir progresser aussi et apprendre à sentir un petit peu les choses, muscler mon intuition, savoir est-ce que ma colle est assez épaisse ou est-ce qu'elle l'est trop, est-ce qu'il faut que j'en mette plus. Bref, toutes ces petites choses en fait qu'on apprend et qu'on affine avec la pratique, la répétition et du coup l'apprentissage d'une connaissance spécifique et c'est hyper enrichissant. C'est vraiment trop chouette de prendre ce temps-là. Alors d'accepter au début qu'on est vraiment nul, ça c'est très important aussi parce que dans l'atelier de la formatrice, les premiers jours en fait on se sent un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les gestes sont maladroits et c'est rigolo parce que ça compense le côté peinture où là on est plus à l'aise et on a l'habitude.
de manier le pinceau, mais pas de cette façon-là et pas ces pinceaux exactement. Là, on est vraiment sur des gros pinceaux, c'est vraiment des grosses brosses plates et ça n'a rien à voir avec les pinceaux avec lesquels on peint, bien sûr. Et puis de découvrir en fait qu'à force d'essayer, de pratiquer, d'en faire, d'en rater, et ben petit à petit on commence à sentir un tout petit peu les choses et c'est trop chouette en fait. Alors les premiers que j'ai fait à la maison, j'ai mis trop de colle, du coup j'ai abîmé ma structure de séchage qui est en papier. Donc j'ai essayé d'autres choses après. Enfin voilà, je fais des expériences aussi en parallèle de l'apprentissage pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et de voir si je peux aussi m'amuser à faire d'autres choses. Je trouve que le savoir traditionnel est très 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 précieux. Après pour moi c'est pas une prison dans laquelle il faut rester absolument. C'est une proposition et un guide et à côté de ça je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir à partir de cette guidance-là essayer des choses et surtout s'amuser. Et encore une fois, c'est vraiment... j'ai envie que mon année soit teintée de jeu et de plaisir et pas que ce soit trop sérieux et trop rigide. Et voilà, donc ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et c'est hyper chouette parce que j'ai des dizaines, je pense que j'ai des centaines même, pour être honnête, de peintures depuis presque 10 ans que je pratique la peinture soumier qui s'entasse dans des caisses en carton et en plastique et des tiroirs dans mon atelier et en fait dont je faisais rien parce que maroufler bien sûr les envoyer au Japon, les faire monter sur soi etc. ça a un certain coût et du coup je fais pas maroufler toutes mes peintures et surtout pas tous mes essais, mes premiers essais etc. Et en fait en réfléchissant je me disais quand même tous ces premiers essais ils font partie du parcours, ils sont à respecter aussi, ce sont des travaux de jeunesse. Et j'ai pas envie forcément de les jeter en fait, et donc je me dis les maroufler, du coup avoir un rendu propre et fini et prêt à être peut-être lancé dans le monde, et peut-être que ces peintures arriveront un jour entre les mains de certains d'entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas ça me donne une nouvelle perspective de me dire toutes ces peintures qui sont en dormance dans l'obscurité depuis des années en fait, peut-être qu'elles vont pouvoir finalement continuer leur petite vie. Maroufler tout proprement et puis voilà, et ça me fait chaud au cœur en fait, c'est vraiment agréable, ça me fait redécouvrir plein de choses aussi de peintures que j'avais complètement oubliées. Et évidemment quand on fait des essais on commence pas sur ces plus belles peintures, les formats que vous voyez derrière là par exemple par ici, je me lance pas encore sur ces formats là, j'ai fait maximum des demi-formats pour l'instant et c'est déjà assez délicat à manœuvrer. Donc voilà, le jour où j'arriverai à maroufler ce type de peinture, ce sera vraiment trop chouette. Voilà, donc c'est le marouflage, ça s'appelle urauchi en japonais. On dit maroufler, mais c'est pas vraiment du marouflage, en fait, c'est du doublage d'œuvres. On vient solidifier, conserver l'œuvre dans des bonnes conditions. Et c'est très important. Voilà pour ça. Ce que j'ai adoré aussi pendant le stage, c'était de me retrouver avec d'autres gens qui ont des vies et des parcours différents, qui sont pas forcément tous peintres. Il peut y avoir des calligraphes, il peut y avoir des photographes aussi qui travaillent sur du papier japonais. On va avoir des fois des gens qui font, je dis n'importe quoi, mais par exemple des abat-jours en papier japonais aussi et qui veulent apprendre pareil, à les doubler, à avoir cette solidité et cette pureté qui vient s'ajouter à l'œuvre. Ce qui était trop chouette, c'est d'être avec des gens qui sont dans une même niche, avec en tout cas un petit intérêt commun. Je me rends compte de plus en plus en fait de la préciosité de la communauté et du groupe et des échanges du coup sur une thématique qui peut être niche. Moi dans mon quotidien, direct dans mes proches, etc., y a personne qui fait la même chose que moi et donc toutes ces connaissances que j'ai et ces questions que j'ai et ces discussions que je rêve d'avoir, je peux pas les avoir de façon aussi approfondie que si j'étais avec des gens qui partagent cette passion-là. C'est ça que j'adorais au Japon, par exemple avec mon amie Émilie qui est passionnée par le papier washi ou par Anne-Claire avec qui je fais des expériences justement de marouflage, qui est restauratrice d'art, etc. C'est que on est entre geeks en fait qui partagent la même passion et c'est très précieux. Et je pense qu'un jour, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir mettre en place, c'est de pouvoir créer justement une petite communauté autour du soumier, de la peinture japonaise, de la peinture chinoise, de la calligraphie, peut-être quelque chose qui engloberait tout ça et qui permettrait de pouvoir avoir des échanges justement et des réponses et de pouvoir s'enrichir les uns les autres. Et c'est vraiment très 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 précieux.
Voilà, j'ai adoré cette petite bulle de quelques jours. C'était un peu comme être au Japon, ou en tout cas quelque chose qui faisait penser et ça m'a fait beaucoup de bien. Le marouflage, c'était aussi pour moi indispensable pour pouvoir exposer mes originaux. J'ai certains originaux qui sont montés sur soie, qui sont du coup roulés, que vous avez déjà vu passer probablement et que je peux exposer tel quel. Donc ça c'est vraiment l'encadrement oriental, traditionnel, japonais. Mais je me rends compte aussi qu'il y a une grosse demande d'encadrement de ces œuvres-là, mais dans des cadres un petit peu plus occidentaux, donc qui seraient sous verre, avec un passe-partout, et puis qui seraient encadrés avec, par exemple, des baguettes de chêne, ou peu importe. Ça m'embête de faire voyager ce genre d'œuvres qui sont parfois petites, etc., jusqu'au Japon, alors que le reste du travail se ferait ici. Et donc, là, ce qui est vraiment génial, c'est que je peux le faire moi-même. À partir de maintenant, je suis capable de le faire, ce qui est formidable. Vive la liberté. Et donc, de pouvoir exposer et mettre en vente toutes ces petites œuvres. Et ça tombe bien parce que il va y avoir 3 expos à venir, et donc, durant lesquelles il y aura aussi certains originaux qui seront exposés. Et ça, je suis trop contente parce que on verra comment tout ça évolue, mais tout ce qui est dans ma boutique Etsy, toutes les reproductions, enfin les tirages d'art en fait que j'ai fait faire ces dernières années, je pense que ça va disparaître petit à petit. Il y en a vraiment toute une partie que je peux plus voir, je n'en peux plus de les voir. C'est des peintures que j'ai fait il y a déjà 5 ans. J'ai plus envie de les vendre en fait. Elles correspondent plus à ce que je fais aujourd'hui, à ce dont je suis fière aujourd'hui dans mon travail. Et donc, je pense que petit à petit, je vais vider mes stocks, m'en débarrasser, faire un grand vide atelier, et puis petit à petit remplacer tout ça par des originaux que je maroufle moi-même. Donc, et ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très précieux. Donc, certaines de mes peintures sont en train de voyager en ce moment même jusqu'au Japon, celles qui vont être exposées lors de l'exposition annuelle de mon sensei, de mon maître à Tokyo, du coup, qui sera en juin ou en juillet prochain. Il m'a pas encore donné les dates. Il va y avoir une nouvelle série que je suis en train de terminer là, qui va partir la semaine prochaine. C'est toujours aussi un grand moment, ce moment où on finit les œuvres, on applique le stamp, on signe, et c'est fini, on les envoie au Japon, et puis après, voilà, c'est l'artisan qui va choisir le tissu à mettre autour, et je les redécouvrirai dans quelques semaines, quelques mois. Et ça, c'était vraiment un des moments que je préfère aussi. J'en ai déjà parlé, c'est comme une œuvre à 4 mains avec celle de l'artisan qui va venir vraiment choisir des couleurs qui mettent en valeur l'œuvre mais sans leur voler la vedette, etc. Voilà, et donc pour les expos à venir, donc on est quoi là? On est début avril, donc à la fin du mois, j'expose en Bretagne à Plouer-sur-Rance, qui est un petit village, voilà, pas très loin de la ville où j'habite, où je suis invitée par un restaurant à organiser une expo sur le thème des saisons japonaises. Il y aura ma nouvelle collection que je n'ai pas encore sortie, alors qui est un mix entre des reproductions et des originaux. Donc voilà, il y en aura une partie exposée pendant cette exposition-là. Et puis voilà, le vernissage est à la fin du mois, le 26 avril, pour ceux qui sont bretons et qui souhaiteraient nous rejoindre. Voilà, j'ai mis les informations sur Instagram si ça vous intéresse. Donc il y a ça. Ensuite, en juin, je vais exposer à Paris, dans une agence de voyage. Et ça, je pense que je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans le prochain journal de bord. Mais c'est une belle histoire. Ma relation avec cette agence de voyage, c'est une relation qui a commencé il y a 10 ans. Et donc, je suis trop contente de pouvoir travailler avec eux, collaborer avec eux cette année pour pouvoir exposer. Et alors là, ça va être uniquement des originaux. Il y aura une grosse partie de mes kakejiku, donc qui sont les grandes peintures montées sur soie. Et du coup, plein de plus petits formats aussi qui seront encadrés ici en France. Et ça va être trop chouette, il y aura aussi des petites conférences. Donc il y en aura 2 durant l'exposition parisienne, il y en aura une du coup pendant le vernissage breton. Et puis dans un troisième temps, il y aura une exposition à nouveau en Bretagne, à Dinan cette fois-ci, pareil dans un lieu incroyable. Ça, je vous en parlerai aussi dans un prochain journal de bord, parce que ça sert à rien de donner trop d'informations dans celui-ci, et on est trop à l'avance, mais voilà, c'est dans un bâtiment historique magnifique, et j'ai vraiment carte blanche pour organiser ce que je veux.
Donc ça, ce sera la deuxième quinzaine d'août et il y aura aussi un mix et de reproduction et d'originaux. Et voilà, j'essaierai de faire quelque chose de beau et vous serez tous conviés à venir nous rejoindre si vous voulez, et à passer nous faire un petit coucou pendant l'été, ce serait vraiment chouette. Voilà pour tout le côté exposition. Tout ça, en fait, c'est vraiment c'est des rêves qui se réalisent. J'ai énormément de joie, de fierté, d'excitation à l'idée d'organiser tout ça. Et à la fois, ce mois a été aussi teinté d'inconfort, en fait, lié aux émotions qui peuvent être associées, en fait, au fait d'être exposé seul devant plein d'autres êtres humains qui sont là pour découvrir notre travail, pour écouter ce qu'on a à en dire, etc. Et c'est une chose de semer des graines dans son petit atelier, dans sa grotte, et d'aller toquer aux portes, d'être vraiment dans l'envie et l'excitation et la passion. Mais une fois que les choses se mettent en place et se réalisent, il y a aussi par exemple de la peur qui vient se greffer à tout ça. Et autant dans la journée, je suis vraiment connectée à cette joie, à se faire. Voilà, je suis en train d'encadrer mes trucs, de maroufler mes peintures, d'organiser tous ces événements avec mes collaborateurs et c'est super. Et à la fois, j'ai observé que je dormais quand même de moins en moins bien, qu'il y avait aussi une forme d'anxiété peut-être de tous ces événements à venir où je sors énormément de ma zone de confort. Ça va être une grosse année de mue pour moi et vraiment de sortie de zone de confort avec la retraite artistique qui arrive en Suisse aussi. Ça, je vous en parlerai aussi dans le prochain journal de bord parce qu'elle n'est pas encore en ligne et du coup, vous ne pouvez pas encore vous inscrire, mais sachez que ça va être un trop bel événement aussi. C'est une retraite artistique sur la peinture saumillée, donc que je vais guider en Suisse, au milieu des montagnes. Je suis tellement reconnaissante aussi pour cette opportunité. Le lieu est trop beau. Enfin voilà, j'adore la montagne. Vous le savez pour ceux qui suivent mon travail et mes aventures depuis quelques années, c'est vraiment un refuge. Ce monde sauvage. Aussi puissant et hostile que poétique et merveilleux et magnifique. Enfin, voilà, et donc c'est tellement cohérent pour moi de me retrouver dans un environnement de ce type-là pour cette première retraite. Je suis vraiment trop contente. Et à la fois, évidemment, c'est nouveau et donc ça crée aussi une sorte d'inconfort émotionnel et un peu d'appréhension, un peu de peur. Et pourtant, je sais que ça va bien se passer parce qu'à chaque fois que je donne des ateliers, ça se passe super bien, que en fait, c'est la passion qui prend le dessus et puis que plus rien d'autre n'existe une fois que je suis lancée, etc. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça, en fait, au mois de mars, sur la gestion de cette anxiété, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est, encore une fois, sur un long marathon, et donc j'ai besoin de prendre soin de mon énergie tout au long, et surtout avant. Ça n'a aucun sens de commencer à stresser maintenant pour quelque chose qui aura lieu fin juillet ou fin juin, pour la retraite en l'occurrence. Il y a plusieurs choses que j'ai dû mettre en place et dont je vais vous parler là, du coup, parce que peut-être que ça peut aussi vous aider si vous êtes dans ce genre de période où il y a beaucoup. Et même si c'est de la joie et de l'excitation et de la passion et vraiment voilà que du bonheur, ça n'empêche que ça puisse être quand même aussi inconfortable de par cette dose de nouveauté et donc d'anxiété qui peut venir se greffer aussi à tout ça. Il faut le notifier et vraiment se dire maintenant consciemment en fait je vais travailler sur du calme, de la lenteur, cultiver ma joie, ma tranquillité au quotidien parce que sinon en fait je vais pas tenir tout simplement et ça va pas être agréable et je vais mal dormir, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que comme il y a beaucoup de projets et que pour chaque projet, il y a plein de choses à faire, ça fait que chaque jour passe très vite. En fait, mes journées, je rêve qu'elles durent le double de temps pour pouvoir avancer tout ce que j'ai à avancer sans que ce soit un enchaînement comme ça de petites tâches sans fin qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment cette sensation d'urgence, j'ai pas arrêté et pourtant j'ai encore plein de choses à faire et donc en fait je vais me coucher et je suis pas tranquille et donc je me suis dit il y a une quinzaine de jours là tiens je vais essayer de fonctionner différemment et comme si j'essayais de manipuler mon cerveau un peu et d'essayer de faire comme si j'étais en vacances entre guillemets. Donc il y a des choses à faire, c'est ok, je vais faire des choses un peu chaque jour, mais je vais mettre en place des actions
entre ces choses qui me font ressentir oh la vie est belle, c'est calme. Et j'ai eu un peu cette révélation suite au voice que m'a envoyé un ami. Je lui parlais un petit peu de ce que je vivais, traversais en ce moment. Et en fait, sans que j'ai eu à lui parler du terme d'anxiété, il m'a tout de suite dit non mais Morgane, calmos, enfin prends soin de toi, la vie est belle, tranquille, tu pourras pas tout faire cette année, fais au mieux, mais t'as le temps, tranquille, vraiment, pas après pas et tout ça. Et de l'entendre de sa voix, en fait, coucou Cyril, si t'es par là, merci. Et ben ça m'a vraiment fait un électrochoc de me dire mais oui, il faut que je choisisse ça, il faut que je choisisse le calme et que je pose mon attention là-dessus tout en continuant à avancer à côté, mais vraiment que je cultive ces moments-là au quotidien. Et donc c'est ce que je fais, donc je vais me balader, juste marcher, regarder l'avancée du printemps. J'essaye de lire un peu plus longtemps le matin avec mon café, plutôt que d'enchaîner tout de suite avec des tâches. J'essaye de faire des petites choses douces entre plusieurs tâches. Donc par exemple, si je commence à encadrer mes peintures pour la prochaine expo, une fois que j'ai fini l'encadrement, je me dis ok, maintenant je vais me faire un goûter là, tranquille. Et puis pendant mon goûter, j'écoute juste de la musique et c'est repérer ces choses qui font du bien et où on se sent bien en fait. C'est cool, c'est agréable là tout de suite et rester connecté à ça et cultiver ces petits moments dans une journée. Donc à ça, se poser juste au soleil, envoyer un vocal à un ami. Enfin vraiment, finalement tout est dans notre tête. Il suffit juste de prendre les rênes et de se dire ok, à partir de maintenant, je vais un peu plus choisir la façon dont je navigue mes journées parce que c'est pas très confortable là et que j'ai envie que ce le soit plus parce qu'en fait, tout ce qui se passe c'est hyper cool et j'ai besoin de continuer sur cette lancée là et de me sentir bien, de savourer tout ce qui est en train de se passer plutôt que de le subir. En fait, tout simplement. Alors évidemment, donc ça va aussi avec prioriser, il y a plein de choses. J'ai renoncé, par exemple, la boutique. C'est pas pour tout de suite, parce qu'en fait, j'ai juste pas le temps. J'ai déjà tellement à faire ces dernières semaines que récupérer les clés d'une boutique et devoir tout installer à l'intérieur, c'est trop, ce serait pas le bon moment, je pourrais le faire qu'à moitié. Et pour moi, c'est important de faire les choses bien, de mettre tout son cœur dedans et donc là, c'est juste pas le bon moment. Et puis c'est pareil, j'ai eu des propositions de livres et des belles propositions et opportunités. Et c'est vrai que ça fait un peu mal de dire non tout de suite. Enfin, en tout cas, de repousser à l'année prochaine. Voilà, parce qu'on a peur qu'elle se représente plus. Et à la fois, je me suis vraiment fait la promesse, j'en parlais déjà dans le dernier journal de bord, de me faire passer en priorité dans mon énergie créative. En fait, quand on crame, ça prend longtemps pour se remettre sur les rails après. Et ça m'est arrivé avec les livres. Voilà, c'est de la faute de personne, si ce n'est la mienne, de ne pas avoir réussi à poser mes limites et à dire non à certains projets, etc. Mais du coup, ça m'a pris, j'ai l'impression, 1 an pour vraiment retrouver cette espèce de feu intérieur, cette envie de lancer des nouveaux projets, de retrouver les projets que j'avais laissés un petit peu de côté, etc. Et je veux plus que ça m'arrive. J'ai envie de rester maître de ce que je crée dans ma vie. Et pour ça, en fait, on est obligé de dire non à certaines choses. Donc il y a eu tout ce travail de priorisation et donc de prise de décision aussi qui n'a pas été facile et qui prend de l'énergie aussi. Donc essayer de prendre ces décisions le plus vite possible pour pouvoir revenir au calme et au kiff. Donc ça, et puis après, dans le Sumi, on travaille de saison. Moi, quand j'étais à l'atelier de mon sensei à Tokyo, en fait, généralement, on travaille toujours des sujets de saison. Donc pendant l'automne, on va travailler sur le kaki, sur le moineau, sur les châtaignes, des sujets d'automne, de saison, sur le chrysanthème, etc. Après l'hiver, on va travailler plutôt des sujets du coup qui vont être enneigés, qui vont nous accorder à la saison et à ce qui est en train de se passer autour de nous, etc. Et pareil pour les autres saisons. Et j'ai toujours apprécié ça parce que ça nourrit dans les deux sens. Déjà, le fait de travailler sur un sujet de saison, ça nous accorde vraiment à cette énergie-là. Et c'est assez précieux parce qu'en fait, on ne peut pas toujours être en fleurs. La nature, il suffit d'observer. En fait, il y a des moments où elle est en dormance, il y a des moments où c'est plus lent, et puis il y a des moments où c'est l'explosion, et puis où, pour tous les sens, il y a les parfums, les chants d'oiseaux, les fleurs, le soleil sur la peau. Et donc ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Et à l'inverse, donc dans l'autre sens, ça m'a aussi permis
de remarquer beaucoup plus les détails et la beauté de chaque saison, le fait de travailler sur certains sujets parfois que me proposait mon sensei. Et bah du coup j'allais remarquer ensuite cette fleur que j'avais jamais vue avant, le long de la voie de train par exemple, ou dans le parc d'à côté, etc. Et du coup c'est comme si notre regard s'affûtait et comme si on repérait plus de choses qu'avant de ce qu'est la nature autour de nous. Et je me dis souvent quand même, c'est bizarre parce que dans toutes les connaissances qu'on peut acquérir en tant qu'être humain, la plupart d'entre nous, on est quand même assez nuls pour connaître les bases. C'est-à-dire, on est entouré chaque année par les mêmes fleurs, les mêmes plantes, les mêmes arbres, les mêmes oiseaux, les mêmes animaux. Mais on les connaît pas, alors que pourtant, c'est notre environnement le plus proche, c'est chez nous. Moi, je viens d'une famille naturaliste où il y a cet intérêt pour la nature et pour les petites choses de chaque saison et tout ça qui m'a été déjà enseigné petite, mais même avec ce bagage-là, de par le travail de saison à l'atelier du sensei et de par tout ce que m'a appris la peinture Sumie, c'est vrai que je me suis encore plus réaccordée à la joie de travailler de saison et c'est très beau en fait de se dire là par exemple je travaille sur le printemps et puis bientôt je travaillerai plus sur le printemps parce que ce sera l'été et je dis au revoir au printemps jusqu'à l'année prochaine et quand ce sera à nouveau le printemps je serai contente de retrouver ces sujets-là et de me réaccorder au travail en finesse sur les fleurs et ouais ça compartimente les choses et ça fait que finalement ce cycle éternel qui se répète nous apporte de la joie à chacune de ces saisons. Je trouve que c'est trop chouette en fait. Et donc dans mon enseignement, je pense que maintenant que je commence à donner des ateliers et tout ça, j'ai très envie de faire ça également et donc de pouvoir proposer des sujets de saison et de pouvoir les travailler aussi pendant que c'est la saison. Donc par exemple prochainement je vais donner des ateliers sur les fleurs de cerisier à la boutique de mon amie Adeline Clam à Paris et c'est trop chouette de préparer ces ateliers maintenant alors que tous les arbres autour de moi commencent à être en fleurs. Du coup je vais cueillir de temps en temps une petite branche et puis je l'étudie, j'essaie de comprendre les différences entre les fleurs de poirier, les fleurs de cerisier, les fleurs de mirabelle, les prunelliers qui poussent sur la côte bretonne et de loin tout semble similaire et en fait quand tu regardes les choses de près tu vois toutes ces petits détails, toutes ces différences, la couleur du pollen qui est pas la même, les pétales qui sont pas offertes de la même façon et moi, je sais pas. Juste, ça me fait du bien et c'est ce que j'ai envie de permettre aussi dans mes ateliers, c'est que ça fasse du bien aussi à ceux qui y participent et voilà, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Je pense que je vais aller à fond dans cette direction-là ces prochaines années. Ça va être pouvoir vous proposer ça, un travail dans la douceur, accordé à la saison, juste parce que ça fait du bien en fait. Se réaccorder au calme, à soi, à son souffle, à sa respiration, plutôt que d'être dans un quotidien à 1000 à l'heure où finalement on se crée du stress et de l'anxiété soi-même. On a du pouvoir là-dessus et il suffit de choisir et de mettre en place ces petites choses dans notre quotidien et c'est ce que j'expérimente en ce moment et, et voilà, c'est très précieux. Voilà, c'est vraiment c'est très intéressant tout ce qui se passe maintenant, très inconfortable aussi. Par exemple, je parlais des ateliers à Paris qui se sont remplis en moins d'une semaine, ceux qui vont avoir lieu chez Adeline. Merci pour ceux qui se sont inscrits et qui vont participer, je suis trop contente, ça va être vraiment cool. Et à la fois, je me confronte par exemple à une autre difficulté qui est faire découvrir ce qu'est la peinture Sumie localement, donc en Bretagne, dans la petite ville où je vis, où c'est pas encore très connu, où je suis la seule à faire ça, etc. Donc les gens ne connaissent pas encore et j'ai posé des affiches, je commence à en parler et je vois que l'intérêt prend, mais doucement, c'est plus laborieux, voilà, c'est timide, on va dire. Donc de par les expos qu'il va y avoir et les conférences d'explication et tout ça, probablement que je vais trouver mes intéressés dans le coin aussi, mais c'est rigolo parce que du coup je navigue un peu ces deux émotions en même temps, et la joie et la gratitude de me dire waouh, chez Adeline c'est plein aussi vite, comme ça, et en Bretagne c'est je rame, je pourrais presque me dire c'est un échec d'avoir posé ces affiches et d'avoir eu aussi peu de retours. Et à la fois, ça me fait juste comprendre,
ok, les choses prennent du temps, c'est normal, il faut être patient, tout va bien se passer, enfin, tranquille, et encore une fois, la vie est belle, faut faire confiance, petit pas après petit pas, et c'est aussi ce qui me conforte avec l'idée de ne pas prendre la boutique tout de suite. En fait, je pense que c'était un peu naïf de se dire hop, je sors de nulle part, je prends une boutique et puis les gens vont direct la trouver et découvrir ce qu'est le soumier, etc. Ben non, en fait, je comprends qu'il faut faire plutôt à l'inverse et d'abord commencer à faire connaître mon travail, découvrir ce que c'est que ce type de peinture, trouver les gens qui peuvent être intéressés et dans un second temps, rassembler dans un lieu que je tiens et dans lequel je mets tout mon cœur et voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Et j'ai beaucoup parlé de temporalité que peuvent avoir certaines choses ces derniers temps dans mon entourage. Et voilà, je crois que la boutique, bah, en l'occurrence, c'est un projet que j'aurai, je pense, un jour, c'est sûr. Enfin, ça me fait vraiment vibrer, mais juste patience. Patience. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Et c'est pas tout de suite, ça sert à rien de bourriner et puis au final de pas prendre de plaisir et d'être déçu par, voilà, par la façon dont se passent les choses. Vaut mieux avoir le temps de faire les choses tranquilles, avec plaisir, en s'amusant et ouais, voilà, en étant connecté à la joie et en ayant aussi l'espace nécessaire pour accueillir l'autre, pour pouvoir lui faire découvrir ce que c'est, plutôt que d'être en force, en force, en force. Et voilà, moi c'est un peu une de mes tares et je travaille dessus. Et voilà, en tout cas, je vous retrouve très vite, je pense, pour dans un événement ou l'autre. Je vous enverrai la newsletter bientôt avec le récapitulatif de ces différents événements, si vous avez envie de venir, de découvrir ce que c'est que la peinture soumier, de voir les caquets de l'égout, etc., etc. Et puis en attendant, bonne création à vous. J'espère que ce printemps est tout doux de votre côté. Et puis je vous retrouve le mois prochain ou avant sur d'autres réseaux pour continuer ce petit journal de bord qui me permet de faire des petits points. En fait, chaque mois, c'est assez cool aussi. Mon journal de boulot s'épaissit. Là, je vais bientôt devoir en prendre un autre. Mais c'est trop bien. Vraiment, je vous recommande ça, encore une fois, à 100%. C'est vraiment précieux pour un peu se coacher soi-même et pour se booster, pour voir l'évolution, pour voir que des fois il y a des journées difficiles et le lendemain c'est trop bien et trop excitant et donc en fait que les choses se rééquilibrent d'elles-mêmes, qu'il faut garder foi et cultiver du coup la bonne énergie à l'intérieur de soi et voilà, que petit pas après petit pas on se rapproche de la réalisation de nos rêves et c'est trop cool. Voilà, sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous dis à très vite.